Je dois dire que je ne suis pas... je suis de formation historienne, mais là j'interviens en tant que militant du réseau Sortir du colonialisme, qui a organisé le tribunal des réparations avec des associations haïtiennes et avec le CRAN en février, pendant la 8e semaine anticoloniale. Donc voilà. François Hollande a donc répondu à la demande de réparation négativement. Il l'a fait en transformant la parole d'Aimé Césaire et en déniant aux fils et aux filles de ceux qui avaient été asservis par la volonté de la France le droit à une indemnisation, sauf peut-être au peuple malien à qui il a fait bénéficier pour toute réparation de la 56e intervention militaire française depuis la période dite des indépendances. Mais il y a un pays que François Hollande s'est bien gardé de citer dans son intervention du 10 mai dernier, c'est Haïti, où là, la supercherie qui consiste à nier le droit de réparation a été beaucoup plus loin que partout ailleurs, et dont le CRAN, en attaquant en justice la Caisse des dépôts à propos de la rançon obtenue par la France, pose la question de fond. Que célèbre-t-on exactement le 10 mai? La fin de l'esclavage ou la continuité de la mission civilisatrice de la France? La France, qui de la Caraïbe jusqu'au Mali, en passant par l'Algérie et l'Indochine, n'a jamais cessé de construire l'auto-justification de son intervention permanente contre le droit des peuples à la justice, la liberté et la souveraineté. Que célèbre-t-on le 10 mai? Victor Schœlcher ou Toussaint Louverture? Les présidents, les empereurs et les rois de France, ou la première République noire et les nations opprimées d'Afrique? Et que signifie la paix des mémoires réconciliées quand l'une s'assoit sur les souffrances de l'autre, quand l'une, pour solde de tout compte, s'auto-célèbre une journée par an, déniant aux victimes d'un crime contre l'humanité la possibilité de réparer les injustices commises à leur égard? Le cas d'Haïti est emblématique. En 1789, les 2/3 du commerce extérieur de la France se faisaient avec sa colonie antillaise de Saint-Domingue, qui représentait le plus grand marché de la traite européenne des esclaves. La plus rentable colonie du monde reposait sur le travail forcé d'1 demi-million d'esclaves, notamment dans les plantations de café. Au mois d'août 1791, après 2 ans de Révolution française, les esclaves se révoltèrent. Le 1er janvier 1804, après 13 ans d'une guerre sans merci, après avoir mis en déroute les colons blancs et leur armée, une invasion espagnole, une expédition britannique de près de 60 000 hommes et un contingent français emmené par le beau-frère de Bonaparte, Saint-Domingue devient indépendant sous le nom d'Haïti. Le peuple de cette colonie a pris au mot les lumières, entre guillemets, de la métropole et a répondu à l'appel de Toussaint Louverture. Tous les hommes sont libres et égaux en droit, dit la Constitution française, sauf pour elles-mêmes, sauf les femmes, les indigènes et les esclaves. Toussaint Louverture sera victime des divisions du peuple haïtien, mais surtout du désir de revanche des anciens colons et de Bonaparte, ce dictateur qui a plusieurs musées à sa gloire, qui repose aux Invalides. Il le payera de sa liberté et de sa vie, mort de froid dans le Jura, à Fort-de-Joux, à des milliers de kilomètres de sa terre natale. Bonaparte n'arriva pas à enrayer l'accession à l'indépendance de la jeune République. Le général Dessalines répliqua aux actes atroces de Leclerc et de Rochambeau par l'exécution de pratiquement tous les Blancs en février 1804. La communauté internationale, ce qu'on disait déjà, boycotta la jeune République à l'instigation de la France, qui ne pouvait pas rester sur l'humiliation d'une guerre perdue devant des Noirs. La réaction de la métropole ne se fit pas attendre. Elle imposa un embargo à la jeune nation, comme les États-Unis le font maintenant pour Cuba depuis 1962. Elle le fit dans l'esprit de 1794, car la fameuse loi qui libéra les esclaves fut assortie de codicilles d'autres lois sur la réparation. La loi du 27 Vendémiaire en 3, octobre 94, entre guillemets, accordait des secours aux citoyens réfugiés des départements et possessions françaises dans les colonies et en Corse, envahis par les brigands ou autres ennemis de la République. Les brigands, c'était vos ancêtres, hein, c'était les esclaves, hein, dans l'esprit des révolutionnaires d'époque. D'autres lois de réparation similaires furent prises. 17 Frimaire en 5, 28 Germinal en 7, 17 avril 99, 4 juillet 1802. Elles furent confirmées par la loi du 1er mai
1814, prise sous la Restauration par le ministre de la Marine et des Colonies, le baron Malouette, qui n'eut de cesse de menacer directement Haïti de réoccupation. Et là, je dois dire, il faut citer un peu ce monsieur Malouette qui a eu un rôle très très important. Parce que le projet, dès avant bien 1825, c'était de revenir sur tous les acquis gagnés par la République noire. Il disait, dans une instruction donnée à ses agents, Sa Majesté est disposée à faire des concessions et des avantages à tous ceux qui se rangeront promptement à l'obéissance qui lui est due et qui contribueront au rétablissement de la paix et de la prospérité de la colonie. Et puis il ajoutait, ils doivent partir de ce principe, les chefs d'Haïti, que le roi ne concède que parce qu'il veut concéder et que loin d'admettre les prétentions exagérées, il n'accordera rien et fera sentir sa puissance dans toutes ses étendues si ses faveurs sont repoussées. En effet, qui doute que si le roi de France voulait faire peser toutes ses forces sur une portion de sujets rebelles qui sont à peine 1/100 de la population de ces États, qui n'ont en eux, ni chez eux, aucun des grands moyens militaires, moraux ou matériels de l'époque, qui seront privés de tout secours extérieur, qui doutent, disons-nous, qu'il ne les réduisit, dût-il les exterminer. Et il poursuivait en montrant comment il fallait diviser les métis et les noirs en autant de catégories, et dans la sixième différence, il disait clairement: purger l'île de tous les noirs qu'il ne conviendrait pas d'admettre parmi les libres et qu'il serait dangereux de rejeter parmi ceux attachés aux habitations. Et le cinquième point, c'était attacher à la glèbe et rendre à leurs anciens propriétaires non seulement tous les noirs qui travaillent actuellement sur les habitations, mais encore ramener le plus possible de ceux qui se sont affranchis de cette condition. Donc l'idée de la Restauration, l'idée ensuite de Charles X, c'était de restituer simplement, de reconstituer la colonie telle qu'elle était jusqu'à la révolte des esclaves. Alors, il y a eu des années de tractation, de menaces, de chantage, tel que je viens de le dire, et en 1825, Haïti se voit obligé de verser à la France de Charles X la somme de 150 millions de francs d'époque destinée à dédommager les anciens colons. En échange, en fait, de la reconnaissance de son indépendance durement acquise, parce qu'à la fin, Charles X a compris qu'il fallait faire un compromis. Le versement de cette somme est en outre assorti d'un accord d'exclusivité en faveur des produits français qui entrent désormais en Haïti sans droit de douane. La somme est empruntée à une filiale de la Banque française, la première et la seule du pays, jusqu'au début du XXe siècle. Pour rembourser l'emprunt ainsi contracté, l'État haïtien a eu recours pendant plus d'un siècle à la levée de lourds impôts. La seule ne sera définitivement soldée, remboursée au dernier sou. Alors là, il y en a qui disent jusqu'en 1946 et d'autres qui disent jusqu'en 1972. Là, il y a même une discussion sur ça. Elle correspondrait, je reviendrai là-dessus, à une somme de 21 milliards d'euros, entre 21 milliards 600 millions à peu près, estimation de 2004. Ce chiffre provient d'une estimation réalisée par un cabinet d'avocats états-uniens qui avait été missionné à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti par le président Aristide. Sous la menace, donc, le colonisateur eut trois objectifs. Premièrement, faire payer cette humiliation que lui ont infligée les esclaves de la première République noire. Deuxièmement, indemniser les colons qui ont dû fuir face à cette révolution. Troisièmement, faire un exemple pour qu'aucune colonie ne suive l'exemple d'Haïti, et particulièrement dans les Caraïbes, celle des Antilles françaises. Toute la politique française vise à maintenir Haïti et l'ensemble de la région dans une instabilité totale et une tutelle. Les conséquences, évidemment, du paiement de cette rançon seront terribles. D'abord, c'est une spirale d'endettement. L'engrenage est connu. L'endettement pour payer la rançon entraîne le prélèvement de taxes sur le café pour garantir le paiement de la dette, de la rançon. En Haïti, le gouvernement du président Boyer promulgue le Code rural haïtien en 1826 qui contraint le paysan à rester travailler sur les anciennes plantations. Le but est d'exporter la quantité de café nécessaire au remboursement de l'indemnité. Et donc on revient d'une certaine façon à une forme de servage, sinon d'esclavage de fait, mais géré par l'élite haïtienne.
La France, d'autre part, contrôle la production caféière. Tout le café haïtien va dans le port du Havre. Et donc, Haïti n'a pas le droit, de fait, de négocier avec les États-Unis, avec l'Amérique du Sud, etc. Le café est soumis à un double tarif douanier. Dans le contexte de négociation de la dette, la stratégie française consiste à casser les prix des produits manufacturés venus d'Haïti. La France est le grand bénéficiaire des négociations sur l'indemnité. Résultat, ce sont les paysans haïtiens et non les classes possédantes qui ont payé l'indemnité, finalement réduite à 90 millions. Mais l'État haïtien ne s'est jamais remis de cette rançon qui a entraîné pour la payer des emprunts contractés auprès des banques françaises, Laffitte et Terno-Gandolf. Le pillage des ressources minières et les relations commerciales inégales avec le reste du monde ont été une autre forme de contribution en fait, à cette rançon. Ce n'est pas simplement la France qui porte cette responsabilité, mais l'Union européenne d'une certaine façon. Car l'Espagne et le Portugal, et leur dépendance, comme la Flandre, le port d'Anvers était une tête de pont du commerce triangulaire pour le Portugal. L'Angleterre a eu aussi un rôle dans cette histoire, ont elles aussi participé à cette mise à sac qui a mis en cause l'existence même du peuple d'Haïti. En effet, les faits précis démontrent la responsabilité de ces pays. En décembre 1492, l'île d'Hispaniola, baptisée ainsi par Christophe Colomb, contenait 1,3 million d'indigènes, les Arawaks et les Taïnos. 15 ans plus tard, terrassés par le travail forcé, les maladies et les viols, les assassinats et la répression, 60 000 indigènes survivaient à cet ethnocide organisé par le corps expéditionnaire espagnol. Pour continuer à exploiter les mines, Charles Quint autorisait l'envoi de 15 000 esclaves noirs. La traite transatlantique négrière commençait. Par la suite, l'Espagne céda à la France une partie du territoire de l'île. En 1790, la population de la colonie, alors nommée Saint-Domingue, s'élevait à 500 000 hommes, dont 38 360 Européens et 28 370 Africains et hommes de couleur libre, aux côtés de 433 270 personnes ayant le statut d'esclaves. La rançon indue par la France, demandée par la France, n'est pas la seule cause de la faiblesse structurelle de l'État haïtien. L'instabilité s'est durablement installée dans ce pays, encouragé par les États-Unis, qui ont occupé militairement le pays de 1914 à 1935. Les États-Unis, en prenant le contrôle des douanes, ont mis la main sur un secteur stratégique de la politique économique et financière de Haïti. Ils garderont la main sur les finances publiques jusqu'au 12 juillet 1947. Les occupants vont ensuite soutenir, comme d'ailleurs les Français, comme la France, la dictature de Duvalier jusqu'à sa chute en 1986. Entre 1957 et 1986, la dette publique d'Haïti est multipliée par 17,5%. En 1986, elle atteint 750 millions de dollars, alors qu'au même moment, la fortune personnelle de la famille Duvalier est estimée à 900 millions de dollars. Ce qui est en jeu dans cette campagne pour le remboursement de la dette d'indépendance d'Haïti, c'est la réparation. La dette d'Haïti, c'est le paiement de la dette d'anciens esclaves à leurs bourreaux, c'est-à-dire d'une rançon qu'un État qui a imposé l'esclavage durant 300 ans fait payer par les victimes pour un crime contre l'humanité qu'il a lui-même sciemment commis contre les fondateurs, les arrière-grands-pères et les grands-pères de ces fondateurs. Les conséquences de la rançon demandée par la France, des dommages subis au cours des centaines d'années du fait de l'esclavage, de la dette odieuse et des politiques d'ajustement structurel perdurent jusqu'à nos jours. La population serait aujourd'hui estimée à environ 10 millions d'habitants. Et 80 à 85% de la population haïtienne est d'ascendance africaine, montrant l'importance numérique que la déportation d'esclaves africains a engendré. 85% des Haïtiens aujourd'hui vivent en dessous du seuil de pauvreté et 54% dans la pauvreté la plus totale, ce qui fait du pays le plus pauvre du continent américain. Plus d'un Haïtien sur 4 est sous-alimenté, soit 1 900 000 personnes, selon un rapport du Conseil national de la sécurité alimentaire haïtien, ce qui a entraîné d'ailleurs plusieurs fois des émeutes de la faim. Le taux de chômage atteint plus de 65% de la population active. De plus, Haïti souffre d'une inflation élevée et d'un manque d'investissement à cause de l'insécurité, des infrastructures limitées et d'un manque... Le gouvernement dépend de l'aide internationale pour financer les 2 tiers de son budget. Si en 2009, à la suite de l'initiative des pays pauvres très endettés, 1,2 milliard de dettes ont été annulées par la Banque mondiale et le FMI. Début 2010, la dette extérieure est encore évaluée par Oxfam International à 890 millions de dollars, soit 734 millions d'euros.
Sans compter que Haïti reste un pays vulnérable aux catastrophes naturelles. En 2008, 4 cyclones ont ravagé le pays et ont causé d'énormes dégâts matériels aux infrastructures routières, au secteur agricole, et le séisme de 2010, le tsunami, a ravagé le pays. La déforestation accélérée est également un frein au développement économique, oui, provoquant l'érosion, l'appauvrissement et l'éboulement des terres, notamment lors des pluies torrentielles. La campagne que nous poursuivons est née à la demande d'Haïti. En 2003, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture, le président Aristide constitue une commission haïtienne pour la restitution et la réparation, conseillée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un cabinet d'avocats américains qui réclame à la France exactement 21 milliards de 685 135 571 dollars et 48 cents, soit la valeur pour l'année 2003 des 90 millions de francs or versés à la France par Haïti entre 1825 et 1885, suite à 2 traités conclus en 1825 et 1838 entre la France et la République d'Haïti. En 2004, à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, un groupe de travail dans lequel était impliqué le collectif Haïti avait organisé déjà un séminaire sur la question de la dette avec plusieurs historiens. Et une lettre fut publiée le 16 août 2010 dans le quotidien français Libération, signée par plus de 80 écrivains, universitaires, intellectuels de renom et hautes personnalités. Demandait publiquement au gouvernement français de restituer les 90 millions de francs or extorqués par la France à Haïti à la suite de son indépendance. Nous avons constitué depuis le tribunal des réparations qui s'est réuni en février dernier, comme je l'ai dit tout à l'heure, en présence de plusieurs associations haïtiennes, et a été salué par la PAPDA, la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif en Haïti et en Amérique du Sud. Des associations également ont soutenu notre initiative, et toutes ces associations haïtiennes envisagent d'organiser à Haïti, même le 14 juillet 2014, un tribunal permanent des peuples qui jugera les responsables de cette demande de rançon. Le verdict que le tribunal des réparations a édicté est sans appel. La France doit rembourser la rançon qu'elle a prélevée sur le sang et la sueur du peuple haïtien. Le traité conclu par le président Boyer, qui n'avait pas la qualité pour imposer cette décision, n'était pas valable au regard de l'article 42 de la Constitution haïtienne de 1806, qui accorde au Sénat un monopole exclusif pour la conclusion des traités. Le chantage à la réoccupation de l'île et la violence sont des causes de nullité du traité litigieux. La France, en remboursant ce qui est dû à Haïti, ne ferait pas un acte de repentance, mais de simple justice, de reconnaissance à la République noire d'Haïti, qui n'a fait simplement qu'appliquer, en se libérant des chaînes de l'esclavage, les 3 promesses écrites sur tous les frontons de la République française, liberté, égalité, fraternité. Le combat que nous entendons pour le remboursement de la dette se situe dans la lignée de tous les combats contre l'esclavage et le colonialisme, car comme le disait Patrice Lumumba le 30 juin 60, à l'occasion de la proclamation de l'indépendance du Congo dit belge, et je le dis ici parce que je suis en Belgique, cette lutte qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Celui qui fut assassiné à l'instigation du royaume de Belgique, avec la complicité active de la France et des États-Unis, était fait du même métal que Toussaint Louverture et que tous les leaders noirs qui ont simplement voulu montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté, pour eux comme pour les millions d'enfants, de femmes et d'hommes noirs exterminés au cours de cette longue nuit de l'esclavage colonial et de la traite négrière. Nous disons à la France comme à l'Union européenne, les réparations, c'est maintenant.